Les découvertes que vous êtes sur le point de voir offrent un aperçu de la manière dont les civilisations passées vivaient, de leurs croyances et de leurs interactions entre elles. Des armes et des outils anciens aux tombes élaborées et aux œuvres d'art, chaque artefact a une histoire unique qui peut nous apprendre sur notre histoire humaine partagée. En étudiant ces découvertes, nous pouvons mieux apprécier la complexité du passé et comprendre comment il a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je suis Gustave, et si vous aimez les découvertes mystérieuses et les trouvailles archéologiques, alors abonnez-vous à notre chaîne et faites partie de cette communauté. C'est parti! Un sceau médiéval avec l'image de la Vierge et d'un enfant a été découvert à Cobham dans le comté de Surrey en Angleterre en 2011. L'objet en bronze date des 13e ou 14e siècles et porte l'inscription « Sceau de l'église de Sainte-Marie et Saint-Wolfard ». Le responsable des liaisons pour le conseil du comté de Surrey, David Williams, affirme que c'était un mystère complet de savoir comment le sceau s'est retrouvé à Cobham Stone Priory. On pense que le sceau a été créé pour Stone Priory, qui se trouve dans le nord du Staffordshire et a été construit par Wulfhere, le premier roi chrétien de Mercie au 7e siècle. Stone Priory était un important centre religieux de la région et était connu pour son association avec Saint Wulfold, un martyr local qui a été exécuté pour sa foi chrétienne au 7e siècle. Le sceau a été trouvé par un passionné de détecteurs de métaux et a été rendu au découvreur après son analyse. Le prieuré a été dissous en 1538 pendant la réforme anglaise sous Henri VII et 16 terres ont été vendues à un propriétaire terrien local. La découverte d'un réchaud décoratif dans le château de Zella en novembre 2022 offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de l'aristocratie au 16e siècle en Pologne. Le château était situé dans un marais en Pologne centre-orientale et était entièrement construit de bois. Les fouilles du site sont en cours et la découverte récente de la base en argile d'un poêle en maçonnerie et de carreaux décorés avec de l'émail vert, jaune, blanc et bleu est un développement significatif. Les carreaux eux-mêmes étaient magnifiquement décorés de motifs géométriques complexes, de motifs végétaux et d'images d'animaux, y compris des griffons et des figures humaines. De tels carreaux étaient probablement réservés aux riches et aux élites, et leur découverte offre un aperçu fascinant des goûts et des styles de l'aristocratie de l'époque. Outre les carreaux, l'équipe a également découvert des preuves de banquets, tels que des os de porc et de bœuf et des fragments de récipients en céramique. Cela suggère que le château était un lieu de convivialité où l'aristocratie se réunissait pour célébrer et déguster de la bonne nourriture et des boissons. Au fil des ans, le château de Zella a révélé un trésor d'informations sur la Pologne du 16e siècle, offrant des informations précieuses sur la vie des élites de cette époque. En 2013, une équipe d'archéologues a découvert les restes d'une prêtresse ou reine moche enterrée dans une tombe luxueuse à San José de Moro, un centre cérémonial de la civilisation précolombienne moche situé sur la côte nord du Pérou. La tombe contenait un cercueil richement décoré, recouvert de plaques de cuivre et à l'intérieur, un squelette enterré il y a 1200 ans, accompagné de précieux récipients en céramique, d'un couteau cérémonial et d'une coupe en argent. La civilisation moche était auparavant considérée comme une société dominée par les hommes, mais la découverte d'une tombe pour une femme puissante a rompu avec cette idée. Cette découverte a conduit à la mise au jour de 7 autres tombes similaires qui sont censées contenir les restes de prêtresses moches portant de riches coiffes et colliers de perles, entourées de victimes sacrifiées et de précieuses reliques. Les archéologues croient que les prêtresses moches étaient parmi les individus les plus importants de leur société et que leurs tombes élaborées racontent l'histoire de leur vie et de leur statut social à travers des dessins complexes sur des récipients en céramique représentant la vie quotidienne et les croyances cosmologiques. Le peuple moche a laissé son héritage sur la Terre et est considéré comme la première civilisation d'État des Amériques. En septembre 2020, des ouvriers de la construction à Phnom Penh, au Cambodge, travaillaient dur sur le site d'une nouvelle station de pompage d'eau lorsqu'ils sont tombés sur un ancien lion de pierre de la période angkorienne. La bête de pierre a été trouvée cassée en 2 morceaux et était profondément enterrée lorsque les travailleurs l'ont trouvée. Ils étaient à plus de 3,65 m sous le niveau de la rue.
Il est possible que le lion soit lié au temple voisin de Wat Phenom, car il ressemble par son design aux statues de lions qui gardent le stupa principal du temple et sa pagode. Mais il y a un problème avec cette théorie. Le temple ne semble pas manquer de statues et, même s'il en manquait, celle-ci est beaucoup plus grande. Les historiens au Cambodge spéculent qu'il y avait une grande structure religieuse à côté du temple, mais que le bâtiment a été détruit il y a longtemps et que la statue du lion a été enterrée. Le temple a été construit en 1372, il est donc probable que le lion ait été réalisé à peu près à la même époque, mais comme il est si difficile pour les scientifiques de déterminer l'âge des artefacts en pierre, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. La Golden Coupe, ou Stagecoach No. 1, est la plus magnifique des calèches encore utilisées par la famille royale danoise. La calèche a été construite par l'atelier de Copenhague de Henry Fife en 1839 et a été utilisée pour la première fois par Christian VIII. Elle a été utilisée par chaque monarque danois depuis lors et est encore utilisée par Margaret II pour des occasions spéciales, telles que les visites d'État et le New Year's Levee, annuel en janvier. La Golden Coupe est une gala-coupe pouvant accueillir 2 personnes et est plaquée hors 24 carats avec un compartiment suspendu par des lanières de cuir, offrant un voyage relativement confortable. Bien que l'on ait cru auparavant que la Golden Coupe avait été commandée spécifiquement pour l'entrée de Christian VIII à Copenhague, des reportages de journaux contemporains ont depuis montré qu'elle avait été commandée en 1839 pour le 50e anniversaire de Frédéric VI et de la reine Marie-Sophie l'année suivante. La Golden Coupe semble avoir été utilisée pour la première fois le 2 mars 1841 pour l'ouverture de la Cour suprême. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est exposée au Musée royal des carrosses de Christiansbourg avec d'autres calèches royales. Le Limbourg stéréotique est un reliquaire byzantin créé au milieu ou à la fin du Xe siècle à Constantinople. Il est un excellent exemple d'émail byzantin dans la technique du cloisonné, couramment utilisée à Byzance à partir du IXe siècle. Le Limbourg stéréotique est composé de 2 parties réalisées à des moments différents. La croix à double bras amovible a été faite en premier et contiendrait, selon la légende, 7 fragments de la vraie croix, dans la mesure où une telle chose existe. La boîte et son couvercle coulissant amovible ont été réalisés en second lieu et sont conçus pour contenir le reliquaire en forme de croix au centre de la boîte. La boîte comporte 10 panneaux émaillés représentant des anges vêtus de costumes de cour, et chaque compartiment possède une inscription qui identifie la relique supposée abritée à l'intérieur. La boîte contient 10 reliques qui sont censées avoir des liens authentiques avec Jésus-Christ, y compris les vêtements de Jésus, la couronne d'épines portée par le Christ lors de sa crucifixion et la ceinture de la Vierge Marie à portée de Zéla. Le Limbourg stéréotique est aujourd'hui exposé au musée diocésain de Limbourg-Anderlan en Hesse en Allemagne. Examinons maintenant la fascinante stèle de la reine Tédéchéri. Il s'agit d'une stèle de donation en calcaire commandée par le pharaon Ahmosis Ier, fondateur de la 18e dynastie d'Égypte, il y a plus de 3500 ans. Cet ancien artefact a été découvert en 1902 au centre du culte d'Ahmosis à Abydos, où il a été trouvé en 2 morceaux. La stèle a été érigée dans le complexe funéraire d'Ahmosis, qui comprenait également un cénotaphe dédié à sa grand-mère, la reine Tédéchéri. Elle était la grande épouse royale de Sequenen-Retah et grand-mère d'Ahmosis et de sa principale épouse, Ahmes-Néfertari. La scène double représentée sur la lunette supérieure montre le roi Ahmosis présentant des tables d'offrande à la reine Tédéchéri, dont le nom est inscrit sur certains des cartouches. Le texte hiéroglyphique sous la lunette représente les noms de Tédéchéri et Néfertari, avec Ahmosis parlant à Néfertari pour faire des offrandes et des constructions pour Tédéchéri. Le texte multicolonne sur la lunette est identique à gauche et à droite. Le nom Ahmosis est traduit par « né de la lune » ou « seigneur lunaire de la force de Ré », taureau victorieux de Thèbes. C'est un titre grandiose, mais pas moins grandiose que celui de tout autre pharaon de son époque. Le vase Torlonia, également connu sous le nom de vase Cesi Albani Torlonia, est une magnifique œuvre d'art romaine en marbre blanc.
C'est un vase colossal qui mesure 1,80 m de hauteur et a appartenu à certains des collectionneurs d'antiquités les plus éminents du monde. Le vase a une forme de cratère calyx et présente une frise haute sculptée avec un symposium bachique et un bord renversé reposant sur une base godronnée imitant le travail du métal. Il a 3 anses qui sont reliées au corps avec des masques de soudeurs barbus et repose sur 3 pattes de lion et une base triangulaire, toutes ajoutées à la pièce originale au XVIe siècle. Le vase lui-même a environ 2000 ans. Curieusement, l'histoire de l'artefact peut être retracée grâce à l'intérêt qu'il a suscité chez les artistes au fil des siècles. Il a été documenté sous diverses formes artistiques, y compris des dessins et des gravures, et a même été percé pour servir de fontaine de jardin au XVIe siècle. Il a fait partie de plusieurs collections, commençant par celle du cardinal Paolo Emilio Cesi et se terminant par celle de la famille Torlonia à Rome. Récemment, un groupe de plongeurs a exploré le système de grottes de Sakactún dans la péninsule du Yucatan, où ils ont trouvé des squelettes humains datant d'environ 12 000 ans. L'archéologue spécialisé, Guillermo de Anda, pense qu'un crâne humain recouvert de calcaire a été découvert dans l'une des grottes. De nombreux historiens pensent que les ossements appartiennent aux anciens Mayas qui cherchaient de l'eau sur le site. Le crâne mentionné a retenu l'attention des chercheurs qui, après une analyse détaillée, ont choisi de ne pas faire d'autres commentaires à ce sujet. Cependant, un journaliste mexicain, Pedro Sanch, a affirmé avoir reçu des informations confidentielles d'une source anonyme. Selon la source, le crâne contenait un implant artificiel différent d'une plaque métallique ordinaire insérée dans le cerveau. Il s'agissait d'une puce électronique qui aurait été implantée il y a plus de 12 000 ans. Comme le sujet est considéré comme hautement confidentiel, il n'y a pas d'informations sur qui aurait inséré la puce électronique dans le crâne Maya ou quelles seraient les implications de cette découverte. Nous aimerions connaître votre opinion sur ce crâne énigmatique. Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. D'innombrables pièces de bijoux celtiques anciens ont été découvertes au fil des ans dans les îles britanniques, mais peu sont aussi belles ou précieuses que la broche de Hunterston, trouvée près de Hunterston dans le nord de l'Écosse en 1826. Selon les experts, la broche a été fabriquée au début du 8e siècle. Elle est coulée en argent doré et incrustée de morceaux d'ambre, bien que beaucoup d'ambre manque aujourd'hui. Les décorations sur sa surface représentent des corps d'animaux entrelacés en filigrane d'or. De manière significative, il y a une croix d'or au milieu de la broche pour représenter le Christ ressuscité. La pièce a une touche personnelle, car à l'arrière de la broche, son propriétaire a griffonné un message en runes anciennes nordiques. Traduit, il dit « Malbrija possède cette broche ». Les historiens du Royaume-Uni disent que c'est la plus ancienne de toutes les broches pénannulaires ornées jamais trouvées en Grande-Bretagne et en Irlande. C'est qui est une manière alambiquée de dire que c'est la broche la plus ancienne de ces types jamais trouvée et probablement aussi la plus précieuse. Poursuivant sur ces thèmes, l'Égypte ancienne est connue pour sa culture riche et variée, y compris son art et son architecture complexe. Un autre artefact fascinant de cette époque est connu sous le nom évocateur de « cuillère à cosmétique jeune nageur ». Cette sculpture de la fin de la 18e dynastie aurait été créée par un artiste inconnu entre 1400 et 1300 avant Jésus-Christ. La cuillère est maintenant conservée au Louvre à Paris, où elle a été admirée par d'innombrables visiteurs du monde entier. On l'appelle cuillère de toilette en raison d'une croyance erronée qu'elle était utilisée pour appliquer des cosmétiques. La cuillère est faite de bois de caroubier partiellement peint et est sculptée dans un style sculpture en haut relief, ce qui signifie qu'elle peut être vue de tous les angles et aura toujours la même apparence. Au lieu d'être utilisée pour les cosmétiques, les experts suggèrent une utilisation possible lors de cérémonies religieuses. On pense que des cuillères à cosmétiques comme celle-ci étaient utilisées pour jeter de la myrrhe sur les feux en offrande aux dieux ou aux morts. Cela ajoute une autre couche de signification à la cuillère, mettant en évidence l'importance des pratiques religieuses dans la société égyptienne ancienne. Le casque de Sutton-Hoo est l'un des artefacts anciens les plus emblématiques jamais découverts dans les îles britanniques. Si vous avez grandi en Grande-Bretagne,
Vous avez probablement vu des images de celui-ci sur les couvertures des livres que vous étudiez pendant les cours d'histoire à l'école. Décrit par les experts comme la découverte anglo-saxonne la plus importante de tous les temps, le casque a été trouvé enterré dans la tombe d'un chef guerrier en 1939, avec toutes les armes du guerrier et son bateau long de 33 mètres et demi. Il est évident que ces guerriers étaient un leader puissant et respecté, mais malheureusement, son nom s'est perdu dans les brumes du temps. On dit souvent que la tombe et le casque auraient pu appartenir au légendaire roi Radwald d'East Anglia, mais cela ne peut être prouvé de manière concluante. La découverte de son casque a tout changé, c'est que les historiens et archéologues britanniques croyaient sur la culture anglo-saxonne il y a 1400 ans. Jusqu'à ce que le trésor de Sutton Hoo soit découvert, les historiens considérèrent cette période de l'histoire comme l'âge des ténèbres et les habitants des îles britanniques comme peu plus que des tribus sauvages sans sophistication. Le niveau de sophistication qui est entré dans la conception de cet artefact célèbre prouve le contraire. L'histoire des artefacts connus sous le nom de Codex en plomb de Jordanie est controversée. Les livres en plomb auraient été découverts au fond d'une grotte en Jordanie en mars 2011. Les pages en métal contiennent des inscriptions liées à l'école de mysticisme juif de la Kabbale. Après un an d'enquête, de nombreux experts, y compris ceux employés par la BBC au Royaume-Uni, les ont déclarés faux. 4 ans plus tard, une enquête de l'Université du Sussex au Royaume-Uni a réussi à prouver que le plomb utilisé dans les livres est ancien, mais n'a pas réussi à déterminer l'âge des inscriptions sur ceux-ci. Depuis lors, personne n'a réussi à parvenir à un consensus sur la question de savoir si les codex sont réels ou faux. Les pages ont 2000 ans, tout comme les fragments de cuir qui les relient, mais les historiens ont déclaré que les inscriptions sont truffées d'erreurs et sont incohérentes, ce qui suggère que quelqu'un a trouvé un livre ancien et a essayé de le rendre plus intéressant en tentant de le faire passer pour religieusement significatif. Ceux qui croient en la véracité des codex disent que ce qui est écrit sur les pages est écrit en code et c'est pourquoi elles ne semblent pas avoir de sens. L'un des codex présente même une empreinte d'un visage humain que certains chercheurs croient être le plus ancien portrait connu du Christ. Nous ne nous attendons pas à ce que ce débat se termine de sitôt. Si vous aimez les découvertes mystérieuses et les trouvailles archéologiques, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez cette communauté. Merci d'avoir regardé et à bientôt.